Certaines histoires des Jeux Olympiques ne sont jamais racontées dans les cérémonies de clôture, et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre vision de ces compétitions à jamais. Le 14 juillet 1912, sous un soleil écrasant de Stockholm, le marathonien portugais Francisco Lázaro s'alignait sur la ligne de départ sans savoir qu'il allait entrer dans l'histoire comme la première victime mortelle d'une compétition olympique. Ce jeune charpentier de 21 ans originaire de Porto s'était entraîné dur dans le climat tempéré du Portugal, mais rien ne l'avait préparé à ce qui l'attendait en Suède ce jour-là. À 13h45, les températures atteignirent 32 degrés Celsius avec une humidité oppressante qui transformait les 42 km du parcours en un véritable four d'asphalte et de poussière. Avant la course, Lázaro prit une décision qui allait lui coûter la vie. Pour se protéger des coups de soleil, il recouvrit entièrement son corps d'une épaisse couche de graisse de bœuf et de cire, créant ce qu'il croyait être un bouclier protecteur contre les rayons du soleil. Au lieu de cela, il venait de sceller sa peau dans une barrière imperméable qui empêcherait son corps de se refroidir par la transpiration. Lorsque les 69 coureurs s'élancèrent pour le marathon, Lázaro adopta une allure conservatrice, courant aux côtés de compétiteurs venus de Suède, de Finlande et d'Afrique du Sud. Les premiers kilomètres se déroulèrent sans incident. Mais alors que les coureurs traversaient la campagne suédoise, le soleil grimpa plus haut dans le ciel et les températures continuèrent d'augmenter dangereusement. À mi-parcours, plusieurs coureurs s'étaient déjà effondrés à cause de l'épuisement dû à la chaleur et avaient été retirés du parcours par les officiels. Lázaro continua malgré les premiers signes de détresse qui commençaient à apparaître, sa respiration devint laborieuse et la sueur s'accumula sous le revêtement cireux sans pouvoir s'évaporer ni refroidir son corps. Au kilomètre 30, des témoins rapportèrent que Lázaro titubait et semblait confus, des symptômes classiques d'un coup de chaleur en développement. Sa température corporelle augmentait dangereusement tandis que son système de refroidissement défaillait complètement. Alors qu'il ne restait plus que 8 km à parcourir, Lázaro s'effondra soudainement sur la route poussiéreuse près de Södertälje. Des spectateurs se précipitèrent à son aide, le trouvant inconscient et brûlant de fièvre, sa peau était pâle et moite sous le revêtement de cire fondue. Le personnel médical suédois le transporta d'urgence à l'hôpital SERAPHIMMER de Stockholm où les médecins travaillèrent frénétiquement pour faire baisser sa température corporelle. Malgré tous leurs efforts, Lázaro ne reprit jamais conscience. Il mourut le lendemain matin d'un coup de chaleur et de déshydratation, devenant ainsi le premier athlète à mourir pendant une compétition olympique. Sa mort conduisit à de nouveaux protocoles de sécurité pour les courses de marathon, incluant des stations d'eau obligatoires et une surveillance constante des températures. Si vous trouvez ces histoires fascinantes et que vous voulez découvrir d'autres événements méconnus de l'histoire olympique, c'est le moment idéal pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Chaque nouvel abonné nous donne la force de continuer à créer ce type de contenu exclusif pour vous, et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours en cours, votre soutien fait vraiment toute la différence. Le 12 février 2010, le lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili effectuait sa dernière descente d'entraînement sur la piste du Whistler Sliding Center à quelques heures seulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Vancouver. Cet athlète de 21 ans s'était entraîné toute sa vie pour ce moment, suivant les traces de son père et de son oncle qui avaient tous deux représenté la Géorgie en luge. La piste de Whistler était tristement célèbre comme étant la plus rapide et la plus dangereuse au monde, avec des vitesses dépassant régulièrement 150 km/h sur son parcours de 1366 mètres. Durant les semaines d'entraînement, plusieurs athlètes avaient déjà eu des accidents, soulevant de sérieuses préoccupations concernant la sécurité. Le lugeur italien Armin Zögele avait publiquement critiqué la conception de la piste, la qualifiant de trop rapide et dangereuse. La coureuse roumaine Violeta Stramaturaru avait subi une commotion cérébrale après avoir perdu le contrôle, et plusieurs autres avaient connu des accidents qui avaient endommagé leur équipement. À 16h44, Kumaritashvili commença sa descente depuis la position de départ masculine, allongé sur le dos sur sa petite luge alors qu'il accélérait le long de la piste glacée. Les premiers virages se déroulèrent normalement tandis que sa vitesse augmentait progressivement. Dans la section la plus difficile de la piste, il voyageait à environ 145 km/h, ce qui était tout à fait dans la normale pour des lugeurs expérimentés de ce niveau. Alors que Kumaritashvili approchait du virage 15, connu sous le nom de 50-50, quelque chose tourna mal avec sa direction. L'analyse vidéo montra que sa luge commença à dériver légèrement vers la gauche en direction du mur extérieur. Il tenta de corriger en appliquant une pression avec sa jambe droite, mais l'ajustement arriva trop tard et fut trop agressif.
Sa luge bondit soudainement sur le virage 16, le propulsant dans les airs comme un projectile. Il fut éjecté de la luge à plus de 140 km/h, volant sur plusieurs mètres avant de percuter un pilier d'acier supportant l'équipement de chronométrage. L'impact fut horrifique, causant des traumatismes massifs à sa tête et à sa poitrine. Le personnel médical l'atteignit en quelques minutes et tenta une réanimation cardio-pulmonaire, mais les blessures étaient insurvivables. Il fut prononcé mort au Whistler Healthcare Center à 17h50, quelques heures seulement avant la cérémonie d'ouverture. Des modifications de la piste furent immédiatement mises en œuvre, incluant des murs plus hauts et un rembourrage autour des supports en acier. Le 22 février 1992, le skieur de vitesse suisse Nicolas Beauchâtet se préparait pour un entraînement de routine à Val d'Isère pendant les Jeux olympiques d'hiver d'Albertville. Cet athlète de 27 ans était en France pour un événement de démonstration présentant le ski de vitesse où les skieurs atteignent des vitesses dépassant 200 km/h. Beauchâtet était expérimenté mais ne faisait pas partie des compétiteurs d'élite de ce sport exigeant. Ce matin-là, Beauchâtet décida de faire une descente de ski récréative et tranquille sur des pistes régulières, loin du parcours de ski de vitesse. Il ne portait pas l'équipement spécialisé de ski de vitesse mais utilisait plutôt du matériel alpin standard pour ce qui devait être un échauffement relaxant. Les conditions météorologiques étaient bonnes avec un ciel dégagé et des pistes bien damées. Vers 10h30, Beauchâtet skiait sur une piste de niveau intermédiaire lorsqu'il rencontra un obstacle inattendu. Une dameuse travaillait sur la piste pour maintenir les conditions de neige optimales. Ces véhicules massifs pesant plusieurs tonnes avec de puissants moteurs et de larges chenilles sont couramment utilisés pour préparer et entretenir les pistes de ski. Ce qui se passa ensuite reste partiellement obscur, mais des témoins rapportèrent que Beauchâtet sembla perdre le contrôle ou mal juger sa trajectoire alors qu'il approchait de la dameuse. Que ce soit dû à un moment d'inattention, une défaillance d'équipement ou une erreur de calcul, il fut incapable d'éviter le véhicule massif. À sa vitesse de déplacement, même sur une piste intermédiaire, il n'y avait aucun temps pour des manœuvres d'évitement une fois qu'il réalisa le danger. Beauchâtet percuta l'arrière de la dameuse avec une force terrible, subissant des blessures traumatiques massives qui se révélèrent immédiatement fatales. L'impact fut si violent que la survie était impossible malgré la réponse immédiate du personnel de la station et des équipes médicales. Sa mort envoya des ondes de choc à travers la communauté olympique et le monde du ski de vitesse, conduisant à une augmentation des protocoles de sécurité pour les événements de démonstration. Le 26 août 1960, le cycliste danois Knud Enmark Jensen s'alignait pour le contre-la-montre par équipe de 100 km aux Jeux olympiques de Rome, ignorant qu'il allait devenir le premier athlète à mourir d'une utilisation de drogue pendant une compétition olympique. Ce jeune homme de 23 ans faisait partie de l'équipe de cyclisme danoise composée de 4 hommes, participant à cette course éprouvante sous un soleil italien brûlant avec des températures atteignant 40 degrés Celsius. Jensen avait pris du RONICOL, un stimulant de la circulation sanguine légal à l'époque mais plus tard interdit en raison de ses effets secondaires dangereux, surtout lorsqu'il était combiné avec un effort extrême et la chaleur. Le médicament était couramment utilisé par les athlètes d'endurance qui croyaient qu'il améliorait les performances en augmentant le flux sanguin, mais ses effets dans des conditions chaudes étaient mal compris. À 14h, l'équipe danoise commença la course depuis les thermes de Caracalla avec Jensen prenant son tour en tête alors qu'il luttait contre la chaleur oppressante. Le contre-la-montre par équipe nécessitait que les 4 cyclistes travaillent ensemble, maintenant des vitesses élevées tout au long de la distance de 100 km. Pendant la première heure, Jensen sembla bien gérer les conditions, alternant dans le peloton et maintenant le rythme rapide nécessaire pour la compétition olympique. Cependant, alors que la course progressait et que la chaleur de l'après-midi s'intensifiait, Jensen commença à montrer des signes de détresse que ses coéquipiers attribuèrent initialement à la fatigue normale de course. Son pédalage devint moins fluide et il eut du mal à maintenir sa position lors de ses tours en tête. Au kilomètre 87, avec seulement 13 km restants, Jensen était clairement en difficulté. Ses coéquipiers remarquèrent qu'il zigzaguait légèrement et semblait désorienté, mais l'encouragèrent à continuer plutôt que de reconnaître les signes d'une urgence médicale en développement. À 8 km de l'arrivée, Jensen s'effondra soudainement en roulant, tombant de son vélo sur l'asphalte brûlant. Ses coéquipiers et les officiels de course s'arrêtèrent immédiatement pour l'aider, le trouvant inconscient avec des signes sévères de coups de chaleur. Sa température corporelle était dangereusement élevée, sa respiration laborieuse et irrégulière.
Le personnel médical italien transporta Jensen dans un hôpital de Rome où les médecins travaillèrent à faire baisser sa température corporelle et stabiliser son état. Malgré leurs efforts, Jensen mourut plusieurs heures plus tard d'un coup de chaleur exacerbé par le stimulant circulatoire. L'autopsie révéla que le Ronicol, la chaleur extrême et l'effort intense avaient submergé la capacité de régulation de la température de son corps, conduisant aux premières discussions sérieuses sur les tests antidopage olympiques. Le 25 janvier 1964, le skieur alpin australien Ross Milne s'entraînait sur le parcours de descente du mont Patscherkofel au-dessus d'Innsbruck, se préparant pour les Jeux olympiques d'hiver qui allaient commencer dans quelques jours. Ce jeune homme de 19 ans originaire de Sydney était l'un des skieurs australiens les plus prometteurs, représentant son pays malgré un accès limité à des installations d'entraînement de classe mondiale et à des conditions de neige adéquates. Milne était arrivé plusieurs semaines à l'avance pour s'acclimater aux conditions de course européennes difficiles et se familiariser avec le parcours de descente olympique. Connu pour sa difficulté technique et ses vitesses élevées, la descente de Patscherkofel était considérée comme l'un des parcours les plus exigeants du circuit international. Le parcours comportait une dénivellation verticale de plus de 870 mètres et des sections où les skieurs dépassaient régulièrement 130 km/h. Le tracé incluait plusieurs sections techniques avec des virages serrés et des changements d'élévation exigeant une technique précise et un timing parfait. Durant sa descente d'entraînement, Milne skiait à vitesse de course dans la section supérieure lorsqu'il rencontra une séquence particulièrement difficile de virages nécessitant une sélection de lignes précises. Les conditions de neige étaient fermes et rapides, typiques pour les courses de niveau Coupe du Monde, mais impitoyables pour toute erreur technique. Alors que Milne approchait d'un virage serré à gauche à haute vitesse, quelque chose tourna mal avec son équipement ou sa technique, le faisant perdre le contrôle de ses skis. En descente de niveau olympique, la marge d'erreur est pratiquement nulle, et une fois qu'un skieur perd le contrôle à vitesse de course, la récupération devient presque impossible. Les images vidéo montrèrent Milne tentant de reprendre le contrôle alors que ses skis dérivaient loin de la ligne de course prévue. Luttant pour ramener ses skis sous contrôle, il fut emporté hors de la surface de course préparée dans les arbres bordant le parcours. À sa vitesse estimée de plus de 100 km/h, l'impact avec les arbres fut catastrophique. Milne percuta plusieurs grands pins séquentiellement, subissant un traumatisme massif qui se révéla instantanément fatal. La patrouille de ski et le personnel médical atteignirent le site de l'accident en quelques minutes, mais la survie était impossible compte tenu de la gravité de l'impact. Sa mort choqua la communauté olympique et conduisit à des mesures de sécurité améliorées pour les parcours de descente, incluant des marges de sécurité plus larges entre les lignes de course et les obstacles. La construction des installations olympiques a coûté de nombreuses vies, mais Athènes 2004 et Rio 2016 se distinguent par leur bilan tragique de travailleurs. À Athènes, la précipitation pour achever les installations créa des conditions de travail dangereuses qui se révélèrent fatales pour plusieurs ouvriers du bâtiment. Le 15 mars 2004, plusieurs mois avant les Jeux, Démétrious Antonopoulos, 45 ans, travaillait sur le toit du stade olympique lorsque des câbles de sécurité cédèrent. Antonopoulos chuta de 30 mètres vers la mort alors qu'il installait de l'équipement d'éclairage. Le gouvernement grec avait retardé la construction pendant des années en raison de problèmes bureaucratiques, forçant les entrepreneurs à travailler jour et nuit pour respecter les délais. Les ouvriers travaillaient régulièrement des quarts de 16 heures sans repos adéquat et les protocoles de sécurité étaient souvent ignorés. Un autre travailleur, l'opérateur de grue Nikos Georgiou, 38 ans, mourut lorsque sa grue s'effondra en soulevant des poutres d'acier pour le centre aquatique le 2 juin 2004. La grue fonctionnait au-delà de sa capacité nominale en raison de la pression pour accélérer la construction, et une préparation inadéquate du sol provoqua le basculement de la machine massive. Au moins 4 ouvriers du bâtiment moururent en construisant les installations olympiques d'Athènes, avec des dizaines d'autres subissant des blessures graves. La situation à Rio 2016 fut encore plus meurtrière, avec les autorités brésiliennes reconnaissant au moins 11 morts de travailleurs directement liés aux installations olympiques. Le 27 mars 2013, Anderson da Silva Santos installait des coffrages en béton au parc olympique lorsqu'une grue s'effondra pendant des vents violents, tuant Santos et blessant 4 autres personnes. La grue de 200 000 kg fonctionnait dans des conditions de vent dépassant les directives de sécurité en raison de la pression des délais. Le 3 avril 2014, 2 autres travailleurs moururent lorsqu'une section du toit du stade Itaque Rao s'effondra pendant l'installation. Fabio Luis Pereira et Ronaldo Oliveira dos Santos furent écrasés par la chute de béton et d'acier, victimes d'un support structurel inadéquat.
L'incident le plus tragique se produisit le 21 avril 2016 lorsqu'une piste cyclable construite pour les épreuves cyclistes olympiques s'effondra dans l'océan, tuant 2 personnes. Le chemin surélevé au-dessus de la baie de Guanabara souffrait de défauts de conception et de raccourcis de construction. Les enquêteurs brésiliens révélèrent des problèmes systémiques, incluant des matériaux de qualité inférieure, une formation à la sécurité inadéquate et une pression pour prendre des raccourcis. Ces morts ont mis en lumière le coût humain de l'organisation des Jeux olympiques et ont conduit à une surveillance internationale améliorée des projets de construction.